Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Ce mode de vie, il a tout simplement forgé la personne que je suis maintenant, en fait, ces voyages, cette expérience de freelance, ça m'a apporté plus d'ouverture d'esprit, je pense. Me montrer aussi qu'une autre, voie était possible, pas forcément celle que tout le monde, te dicte, tu vois? Dans cet épisode, je reçois Alice qui partage son parcours de pure digital nomade. On revient donc sur la création de son activité de freelance dans le tourisme après une reconversion, sur ses voyages bien sûr, sur l'organisation qu'implique une activité à son compte et en 100% distanciel, que ce soit en termes de relations clients ou d'équilibre pro-perso. On parle aussi d'ancrage, de rythme de voyage, du besoin d'avoir une routine et un camp de base. J'espère que vous aussi, ça vous inspirera à voyager et qui sait, peut-être même à vous lancer en freelance. Allez, bonne écoute. Hello Alice, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast Nomadness. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bah, déjà merci à toi de m'inviter sur ton podcast. Je suis très flattée et très contente d'être là. Donc moi, c'est Alice, j'ai 36 ans déjà, ça passe vite et je suis freelance spécialisée dans le domaine du tourisme. Ok, trop trop bien. Donc tu es aussi ici parce que tu as eu ou tu es nomade, on en reparlera. Ouais. Mais donc, tu es aujourd'hui, freelance, tu l'as dit dans le secteur du tourisme en tant que rédactrice. Ça te permet de travailler d'où tu veux et d'avoir un peu cette casquette digital nomade, pas forcément à temps plein, mais au moins de temps en temps. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu en es arrivée là? Ouais, c'est exactement ça. On va dire que je suis, nomade à temps partiel en ce moment. Ça dépend un petit peu. Donc comment j'en suis arrivée là? Moi, à la base, j'ai fait un parcours, dans le droit, donc des études, universitaires à la fac de droit de Montpellier. Donc pas du tout dans le tourisme. Je t'avoue que j'y suis allée un petit peu par hasard parce que je ne savais pas trop, vers quoi me tourner après le bac. Mais une fois diplômée, je me suis très vite aperçue que c'était pas, ce qui allait me plaire et que j'avais envie d'autre chose. Donc je me suis renseignée sur, d'autres formations, d'autres parcours. J'ai notamment été attirée par, le concours de professeurs des écoles. Déjà avec en tête, l'idée de pouvoir voyager peut-être, avec, ce type de profession. Mon père était instit en fait et on a eu la chance de vivre à l'île de la Réunion parce qu'il a pu être muté là-bas. Donc tu vois, j'avais déjà un petit peu cette idée en tête, pourquoi pas, faire ce genre de métier qui pourrait aussi me permettre de voyager. Donc j'ai passé le concours de prof des écoles. Spoiler alerte, je ne l'ai pas eu et ça m'a, donc permis, de partir, 1 an en PVT, en Australie. C'était déjà assez, à la mode, hein, à cette époque. C'était, en 2014 que je suis partie pour la première fois en Australie. Donc je me suis, lancée dans l'aventure australienne. Ça a été, génial. Au final, la première année, s'est très bien passée donc j'ai continué avec une deuxième année. Voilà, ce parcours là-bas en Australie m'a permis de réfléchir un petit peu à ce que j'avais envie de faire et en revenant en France, donc après ces 2 années, en Australie, je me suis reconvertie dans le domaine du tourisme. Donc j'ai commencé, une formation dans ce domaine-là qui m'a amenée à faire un stage dans une agence de voyage digitale en France métropolitaine et ce stage, bah, s'est super bien passé, ça m'a vraiment, en fait, confortée du coup dans cette idée, de bosser, dans le domaine du tourisme. C'était vraiment, le secteur, pour lequel, je me voyais bien, continuer et passer plusieurs années, dans ce domaine-là. Donc après, cette expérience, ce stage, j'ai enchaîné sur un CDD, puis on m'a proposé un CDI que j'ai refusé puisque en fait, j'ai eu l'envie de repartir en voyage, comme tu l'auras compris, j'ai la bougeotte.
j'ai du mal à tenir en place. Donc je me suis dit, que j'avais envie de repartir, notamment, pour un PVT. Donc je suis repartie en fait en PVT en Nouvelle-Zélande cette fois-ci. Donc en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé dans le domaine du tourisme. J'ai eu la chance de trouver, un super poste dans une agence de location de campervan, à Queenstown en Nouvelle-Zélande. Donc, une super expérience. Mais, quelques mois après donc mon arrivée en Nouvelle-Zélande, j'ai mon ancien employeur, donc cette agence, de voyage digital qui m'a contactée pour me proposer, une mission freelance, pour eux. Donc c'est un petit peu comme ça que je me suis lancée, dans le bain en fait, du freelancing, tu vois? Un petit peu par hasard. OK, c'est trop drôle. En 2014 en Australie, donc il y a vraiment eu un avant, un après, parce que c'est là que tu as eu ton déclic. Ouais, tout à fait. C'est super marrant parce qu'en 2014, j'étais aussi en Australie. On s'est peut-être croisés sans le savoir. On s'est peut-être croisés. Moi, j'étais en Tasmanie, donc je suis pas sûre parce que c'est quand même. Ah, j'ai fait la Tasmanie. Ouais, ouais. Et il y a eu aussi pour moi un avant et un après, donc c'est assez drôle. Mais du coup, tu t'as parlé de ta reconversion hyper intéressant et après, tu as été nomade pendant, 6 ans, je crois, si je me trompe pas. Ouais, bah, du coup, j'ai fait 2 ans en Australie. Après, j'ai fait donc, 1 an de PVT en Nouvelle-Zélande. Donc en Nouvelle-Zélande, c'est là où je me suis vraiment lancée dans la vie de freelance, grâce, à cette opportunité qui s'est présentée à moi et ça m'a tellement plu que, bah, après j'ai démarché d'autres clients. J'ai fait mon petit, portefeuille justement de clients, ce qui m'a permis d'avoir différentes missions, notamment une mission aussi à Bali. Donc je suis partie en fait vivre à Bali plusieurs mois pour cette mission. Ça a été écourté à cause du covid, on est tous passés par là. Mais ouais, ça m'a permis du coup de pouvoir, expérimenter la vie, à Bali, de digital nomade. C'est un petit peu, un hub pour tous les digital nomades, hein, Bali et ouais, donc j'ai fait Bali, j'ai fait le Mexique, j'ai, fait pas mal de pays en Europe, après je suis partie, m'expatrier aussi, enfin m'expatrier, ça reste la France, mais je suis partie vivre, à l'île de la Réunion. Là où j'ai grandi, j'y ai passé toute mon enfance, en fait et juste après le covid, comme, tout était, fermé, on ne pouvait plus voyager nulle part et moi, j'étais un petit peu frustrée, par ça. Bah, j'ai décidé de repartir, sur l'île où j'ai grandi, donc l'île de la Réunion et j'y suis repartie, 4 années quand même. Donc tu vois, quand je dis que je suis, nomade à temps partiel, c'est parce que j'aime bien rester longtemps, dans les destinations, que je visite. OK, donc ouais, parce que tu as parlé de l'Australie presque 2 ans. Après la Nouvelle-Zélande où tu es restée aussi plusieurs mois et donc, à partir du moment où tu as été freelance, je veux dire, tu étais 100 à distance ou est-ce que tu avais parfois des missions aussi en présentiel comme, par exemple, en Nouvelle-Zélande ou c'était uniquement à ce moment-là? Alors, c'était uniquement à ce moment-là, la OK. Nouvelle-Zélande, vraiment, ouais, les premiers mois, du coup, où j'ai, cumulé donc, un peu de freelancing et donc mon poste sur place, à Queenstown et ensuite, après, je me suis vraiment lancée, 100 télétravail, freelance, nomade, voilà. Et donc tu as eu des phases d'immigration, enfin en tout cas où tu avais vraiment une base, notamment à La Réunion Ouais. et le reste du temps, tu avais des périodes où tu étais 100 nomade et où tu avais pas de base ou pas du tout? Alors moi, comme je te disais, j'aime bien quand même rester, plusieurs mois, même voire plusieurs années, dans les destinations que je visite, vraiment pour m'imprégner du lieu et je pense que j'aime bien aussi quand même avoir une petite routine, tu vois? Je me suis aperçue, tu vois, très vite en Australie, où je bougeais énormément, que j'aimais bien quand même avoir une petite stabilité, on va dire. Donc j'aime rester longtemps sur les destinations, pouvoir vraiment, m'installer quand même dans un lieu pour, le connaître, vivre à la locale, voilà. Et donc à quelle fréquence tu te déplaces? Par exemple, quand tu étais en Europe aussi? Alors c'est variable. C'est pas variable, ouais. Mmh. C'est variable, tu vois? Je suis partie, 2 mois au Mexique. Là, Bali, j'y suis restée, 4 mois. La Réunion, 4 ans, donc ça dépend un petit peu. OK, mais ça se compte au minimum en mois, quoi. Donc ce que tu disais, c'est vraiment t'imprégner, dans la destination. Et comment tu choisis tes destinations? La Réunion, tu avais de la famille, puis une histoire, avec celui-là, mais sinon pourquoi le Mexique? Pourquoi? Alors, bonne question. Donc oui, la Réunion, forcément, j'y suis, attachée, comme j'y ai passé toute mon enfance, voilà, c'est un petit peu, ma maison. Donc forcément, la destination était toute trouvée. Pour le Mexique, mon copain, en fait, est vénézuélien et a de la famille au Mexique. Donc c'était l'occasion, d'aller, rencontrer sa famille, qui vit là-bas. Je connaissais, aussi, le Mexique que j'avais fait, quelques années auparavant, bah, pareil, en tant que digital nomade, mais plus en mode vacances quand même. J'avais pas trop travaillé, j'avais plutôt, visité et là, c'était par contre 2 mois, où j'étais vraiment en, télétravail pendant 2 mois dans sa famille au Mexique.
OK, trop cool et peut-être sur toutes ces années de nomadisme, il y en a beaucoup? Il y en a 6, je crois, au total? Ouais. Et je suis, freelance depuis 2018. Oui, je l'ai peut-être pas précisé d'ailleurs, c'est vrai. 2018, donc ça fait 6 ans, mes calculs sont bons. Et sur toutes ces expériences, est-ce que tu as une destination ou une expérience coup de cœur que tu voudrais partager? Alors, la destination coup de cœur, même si j'étais pas encore freelance, c'est l'Australie pour moi forcément, puisque c'est celle qui m'a un petit peu fait basculer, d'un autre côté, tu vois? Qui m'a remis en question sur pas mal de choses et j'ai rencontré mon copain aussi en Australie, je tiens quand même à le préciser. Donc j'avoue que je pense que l'Australie, a une petite place dans mon cœur par rapport à ça et ensuite, enfin j'étais assez surprise par, la Nouvelle-Zélande. Je pensais pas que j'allais aimer autant. La Nouvelle-Zélande, vraiment, j'ai eu une super expérience là-bas. Ça s'est super bien passé même, au niveau du décalage horaire, par rapport au télétravail donc franchement, ouais, je dirais Queenstown, ça a été vraiment un petit coup de cœur en Nouvelle-Zélande, ouais. Trop bien et est-ce qu'il y aurait une expérience pour un peu contrebalancer qui se serait moins bien passée, que tu as moins aimé et peut-être ce que tu ferais différemment si tu devais la revivre? Alors c'est pas la destination que j'ai pas aimée, bah, là, pour le coup, c'était le décalage horaire qui m'a vraiment pesé, c'était quand j'étais au Mexique, justement. Ça a été très compliqué, parce qu'à cette période-là, ouais, je travaillais vraiment plus sur les horaires, métropolitains, de France métropolitaine. Du coup, j'étais vraiment en gros décalage horaire. Je me réveillais très, très tôt, des fois en pleine nuit pour passer certains calls ou alors pour répondre à des mails. Donc c'est pas la destination en elle-même que j'ai pas aimée parce que j'adore le Mexique, j'adore les tacos, mais c'est plutôt, voilà, la difficulté au niveau du décalage horaire sur cette période-là que oui, j'ai plutôt mal vécu. Je suis revenue de ces 2 mois assez fatiguée, je dois avouer. OK, donc bien faire attention à anticiper ça et éventuellement, on reparlera après de la façon dont tu gères, le freelancing. Mais peut-être pour terminer sur la partie un peu voyage, est-ce que tu as eu, j'imagine que oui, une galère de voyage? Peut-être comment tu s'en es sortie? Est-ce que tu en as appris? Alors galère de voyage, je pense que beaucoup, de freelance passent par là, bah, c'est, la Wi-Fi, hein, tout simplement. Parfois, quand tu as pas de réseau, c'est un petit peu, compliqué, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc oui, ça a pu m'arriver, à ce niveau-là. Bon, maintenant, il y a plein de eSIM, tu sais, qui existent. Tu as plein de cartes maintenant qui te permettent justement, bah, de pallier, à ce manque de Wi-Fi. Donc oui, et ça m'est arrivé, je crois que c'était à Bali, où j'étais vraiment paumée dans un petit village à un moment et j'avais vraiment pas de réseau et c'était un petit peu la galère. Mais après, en vrai, maintenant, à l'heure actuelle, tu trouves un petit peu de Wi-Fi, dans tous les hôtels, dans tous les hébergements. C'était vraiment parce que là, j'étais vraiment au milieu de nulle part, mais en général, maintenant, tu trouves un petit peu quand même, de la connexion partout et comme je disais, il existe maintenant, ces fameuses eSIM qui qui sont bien utiles. Ah, c'est clair que la Wi-Fi, c'est le nerf de la guerre et puis c'est très difficile à anticiper aussi, hein. Ouais, Quand tu trouves un café coworking, tu tu jamais sûr que ça va vraiment marcher suffisamment pour un call. exactement. Mmh. Et peut-être pour revenir sur la partie freelance, sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu. Alors, on a dit que tu faisais de la rédaction et que tu étais spécialisée dans le secteur du tourisme, mais est-ce que tu peux expliquer concrètement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément ton métier, ce que tu fais, tes missions et pour qui tu travailles? Alors moi, j'ai fait une formation d'agent de voyage et de production touristique à la base. Donc la rédaction, c'est vraiment, une passion, enfin j'adore écrire depuis toujours. Donc c'est venu, s'ajouter en fait à cette formation, on va dire. Mais du coup dans mes missions, depuis 2018, j'ai eu, l'occasion de faire pas mal de choses différentes. Donc la rédaction, ça reste quand même mon cœur de métier, c'est ce que je fais le plus. Mais j'ai aussi eu des missions, de service client pour, des agences de voyage, de production touristique, notamment, beh, sur, l'île de la Réunion que je connais très bien et sur Bali. Là, la mission que j'avais à Bali quand je suis partie, m'y installer quelques mois, c'est parce que justement je produisais vraiment, pour le coup, des circuits sur place et là encore, tu vois, toute l'utilité d'être nomade, d'être mobile, bah, c'est de se rendre sur place, de pouvoir vraiment aller visiter les hôtels, tester les activités. C'est ce que j'ai fait quand j'y étais et c'était super intéressant. Donc voilà, donc mes casquettes sont un peu différentes en fait selon, les clients que je peux avoir, selon les missions. Après, j'ai un client récurrent depuis, très longtemps, depuis des années, qui est donc cette fameuse agence, digitale, pour laquelle je travaille, en fil rouge, on va dire, tu vois? Donc oui, je travaille, essentiellement pour des agences de voyage quand même, des tours opérateurs. Après, j'ai travaillé pour des, magazines, web, en ligne, voilà, je rédigeais des articles de voyage, pour aider les futurs, voyageurs tout simplement. Ça peut être, je sais pas, des itinéraires, des conseils sur des activités à faire sur certaines destinations,
Et sinon, oui, essentiellement, ce sont des agences de voyage, ouais, tout à fait. OK, trop intéressant. Donc par rapport à ton lancement, comment ça s'est passé? Tu as dit que ta première mission, elle avait été un peu provoquée, parce qu'on est venu te chercher et ensuite, est-ce que ça a été facile, difficile pour arriver à vraiment en vivre? Comment ça s'est passé pour toi? Alors j'ai eu de la chance, c'est vrai, de pouvoir commencer, assez facilement puisque j'ai cette mission qui s'est, proposée à moi. J'ai eu cette opportunité, j'avoue que c'est une très belle opportunité. Après c'était une mission donc à temps partiel, donc quand j'ai vraiment voulu au final me lancer dans mon activité de freelance et développer, mon portefeuille client, il a fallu effectivement, beh, que je cherche un petit peu, ailleurs pour pouvoir compléter mon agenda. Donc pour ça, moi, j'ai pas mal utilisé, les plateformes, tu sais, comme Malte, qui permettent de te créer un profil en tant que freelance avec, tes différentes compétences et j'avoue que moi, en tout cas à l'époque, donc 2018-2019, vraiment les débuts, ça a pas mal marché. J'ai eu quelques missions, par ce biais. Après j'ai rejoint aussi moi pas mal de groupes Facebook ou, de communautés, tu vois, sur Instagram, des choses comme ça de freelance, de digital nomade et j'avoue que j'ai trouvé quelques missions par ce biais-là aussi. C'est vraiment assez, intéressant je trouve pour le coup de rejoindre des communautés. Il y a une vraie entraide et moi j'ai trouvé quelques missions comme ça, notamment celle sur Bali, c'était, via un groupe quoi de nomades donc pour le coup ça m'a pas mal aidé. Puis après bon, à force, d'avoir des clients, tu te fais aussi un petit réseau. Forcément il y a du bouche à oreille et tu te crées ton petit portefeuille, comme ça. Super chouette. Et ben, écoute, s'il y a des noms de communautés ou des groupes Facebook particuliers que tu recommandes, j'imagine que tu les as peut-être pas en tête maintenant, mais si tu peux me les transmettre pour que je les mette en description comme ressources pour les auditeurs et auditrices que ça intéresserait, ce serait top. Ouais, avec grand plaisir. Bah, nickel. Pour, continuer sur, l'aspect organisation, parce que bon, on l'a dit, c'est un peu le nerf de la guerre, la Wi-Fi, le décalage horaire, tout ça. Comment tu t'es organisée tout au long de ces années? J'imagine que ça a évolué aussi pour, gérer ton activité en changeant de lieu, dans les relations avec tes clients, est-ce qu'il y a des routines que tu mets en place, des outils, particuliers, peut-être des plateformes, Slack ou autres que tu utilises? Alors ouais, tout à fait, ça a évolué comme tu dis. Moi, je l'ai vraiment vu, tu vois, sur, le début de mon activité où, c'est vrai que, je faisais surtout de la rédaction quand même au début de mon activité. Donc c'est un petit peu plus libre. Bon, je pouvais, voilà, rédiger les articles, et j'avais une deadline, je les envoyais à mes clients, voilà, dans les temps. Après mon activité a un peu évolué et j'ai préféré, par rapport aux missions qui m'étaient proposées, me caler sur les horaires, de mes clients. Donc ça a fait forcément évoluer, aussi, ma vie perso, enfin la manière dont je m'organise, pour travailler et j'avoue que personnellement, moi je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. En fait, j'aime bien quand même avoir, comme je te disais, une certaine routine. J'aime bien quand même avoir des horaires un peu de bureau quoi, on va dire. Donc en général, je travaille sur des, horaires, classiques quoi, comme si j'allais travailler, tu vois, 9h-18h, enfin une fourchette, comme ça. Après ça peut un petit peu évoluer en fonction des destinations où je me trouve. À La Réunion, par exemple, avec le décalage horaire en plus, c'était parfait, mais je commençais à travailler en fin de matinée, comme ça le matin je pouvais aller, à la plage ou faire mon petit cours de sport, enfin voilà. Donc après je m'adapte quand même selon, les endroits où je me trouve, mais en général, j'ai remarqué que moi ce qui m'allait le mieux, c'est quand même de me caler sur des horaires, classiques, déjà pour pouvoir justement, discuter avec mes clients, en temps direct quoi, on va dire et moi aussi, c'est ce qui me convient le mieux, dans mon rythme de vie, quoi. Et au niveau des outils, tu me demandais, moi j'utilise pas mal Notion, pour mon organisation, personnelle et après avec, mes clients, Slack, ouais, Slack, c'est vraiment un super outil pour communiquer. OK, trop chouette. Tu as parlé d'horaires fixes. Est-ce que ça t'aide aussi dans la séparation vie pro, vie perso? Ou comment tu gères plus de manière générale cette question-là qui en freelance peut être, vraiment importante? Ouais, complètement. La limite vie pro, vie perso est assez, compliquée quand on est freelance, c'est vrai. On peut vite se sentir débordé si on fait pas attention à ça et j'avoue que d'avoir des horaires justement comme ça bien définis, oui, ça m'aide. Moi vraiment, je ferme mon ordinateur à la fin de la journée, c'est terminé. Bon, si je reçois un petit message sur Slack, peut-être que je vais le rouvrir quand même un petit peu pour, vérifier, ce qui se passe. Mais, en termes général, ça marche assez bien pour moi justement de me fixer des horaires, type de bureau et je m'y tiens quoi, ouais. Est-ce que tu travailles toujours de chez toi? Enfin, sachant qu'en tant que nomade, la question de chez soi est toujours, un peu différente. Mais est-ce que tu vas dans des espaces, communautaires, des coworking, ou autres pour travailler? Alors au début de mon activité, oui beaucoup, surtout à Bali, c'est bien connu pour ça. De toute façon, tu sais les cafés où,
où on se retrouve tous pour travailler derrière, nos ordinateurs et je l'ai pas mal fait donc du coup sur le début de mon activité ou même quand j'étais en Nouvelle-Zélande pendant plusieurs mois, j'étais en auberge de jeunesse. Bon après j'étais en colocation mais donc oui, j'ai pas mal travaillé dans des espaces comme ça. Aujourd'hui, c'est peut-être l'âge qui fait ça aussi, je sais pas, mais j'aime bien avoir mon petit confort, j'avoue et je préfère travailler de chez moi, être dans ma bulle, tranquille, voilà. Je suis un petit peu plus distraite, si, je vais dans un café ou autre, je préfère vraiment, maintenant travailler quand même, de chez moi, enfin de l'endroit où je me trouve, voilà, comme de mon petit camp de base, quoi. Ouais, on reviendra après sur la question du camp de base, dont j'aimerais pas mal parler avec toi. OK. Pour finir sur peut-être l'aspect challenge du freelancing, on dit souvent que quand on est freelance, on est parfois un peu seul. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que ça a aussi évolué avec le temps? Ouais, c'est vrai que la vie de freelance, c'est quand même une vie un petit peu, solitaire, même si maintenant, comme, je te disais, il y a de plus en plus de groupes, de communautés où tu peux échanger, au quotidien donc avec, d'autres freelances, donc ça, c'est vraiment top. Moi, ça m'a pas trop affectée parce que je pense que je suis, de nature solitaire, donc ça ne me dérange pas de travailler seule. Mais sur, certains sujets quand même, c'est bien d'avoir un collègue avec qui échanger, des choses comme ça. Donc, avec mes clients, j'ai quand même de très bons rapports, donc j'échange vraiment au quotidien avec mes clients, donc, à ce niveau-là, ça va. Mais j'ai quand même, depuis, 2021, rejoint un collectif de freelance qui s'appelle Away We Go, qui est donc le premier collectif, de freelance des pros du tourisme et donc c'est quand même vraiment, vraiment super cool de se sentir soutenu, de faire partie d'une vraie communauté, bah, surtout là, dans mon domaine, tu vois, du tourisme. Donc à la fois, ça te crée de nouveaux contacts, mais ça te crée aussi, bah, ce fameux collègue, comme je disais, que tu n'as plus au quotidien. Là, tu le retrouves en fait, via le collectif. On a justement, un Slack dédié au collectif. On peut vraiment échanger les uns avec les autres, toute la journée. On a plein, d'ateliers qui sont organisés, une réunion mensuelle, enfin plein de choses qui font qu'il y a vraiment une vie de communauté qui se crée et tu te sens, beaucoup, beaucoup moins seule. Trop chouette. Alors, sur la question du collectif, j'aimerais bien que tu expliques un peu plus parce que je pense que tout le monde sait pas forcément ce que c'est. Ouais. Moi-même, avant d'être freelance, je savais pas, en fait, vraiment que ça existait. Donc, là, en l'occurrence, Where We Go, c'est dédié aux produits tourisme. Est-ce qu'il y en a dans chaque secteur? Est-ce que les freelances peuvent parfois se regrouper par, autre chose? Comment on en intègre un? Est-ce que, il y a une contribution financière à apporter? Enfin, est-ce que tu peux en parler de manière un peu plus générale? Ouais, donc là, Away We Go, effectivement, c'est, donc, exclusivement pour les pros du tourisme, mais il en existe plein d'autres, qui vont être ouverts à plein de domaines différents. Il y en a un notamment qui me vient en tête là, c'est, le Hub Nomade qui pour le coup, regroupe plusieurs activités, hein. Ça peut être du marketing, mais, qui tourne donc autour de cette communauté nomade. Donc il en existe vraiment plein. Je pourrais t'en faire en fait une liste, il y en a de plus en plus. Ça se développe vraiment, beaucoup maintenant les collectifs, de freelance. La plupart effectivement donc, demandent une adhésion financière, c'est le cas de Wewigo également. On paye quelque chose, à l'année pour rejoindre le collectif et ce qui te donne accès donc, à plein d'outils en fait après, comme je te disais, on a pas mal d'ateliers donc sur différentes questions. Ça peut être de l'administratif en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que voilà, que freelance, mais aussi, des questions, de la vie quotidienne, voilà, il y a vraiment tout un tas d'outils qui sont mis, en place, plein d'ateliers auxquels tu peux avoir accès, donc c'est vraiment très chouette. On a la présence d'un comptable également, on peut donc avoir un petit rendez-vous avec un comptable, pour pouvoir lui poser toutes les questions qui nous sont propres, donc c'est très chouette. Trop bien et dernière question sur le collectif, est-ce que c'est un statut juridique particulier, collectif ou est-ce que c'est une entreprise, une association? Et une association, hein, tout ça. Une association, d'accord, OK. Ouais. OK, super intéressant et ben, je mettrai les références, en description encore une fois. Et peut-être on a beaucoup parlé des challenges parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup en tant que freelance et nomade, mais est-ce que le fait de pouvoir être nomade, ça a aussi des avantages, pour ton métier par rapport à d'autres prestataires qui feraient la même chose que toi, mais qui ne le seraient pas, par exemple? Oui, bah, comme je disais tout à l'heure, tu vois, le fait d'être freelance, ça m'a permis notamment donc, je reviens encore sur Bali, mais ça m'a permis donc sur cette mission pour Bali, de me rendre sur place et vraiment, bah, d'aller visiter, les hôtels pour le coup, de tester les activités. Là, vraiment, j'étais au cœur du voyage que j'allais, créer, et livrer, à mon client donc, ça, c'était, top et c'est selon moi, oui, c'est un gros, gros plus par rapport, à quelqu'un qui ne serait pas, freelance et mobile. Oui, complètement.
OK, trop chouette. Alors récemment, tu as lancé ta newsletter qui s'appelle Carnet de nomade, que j'aime beaucoup. Je fais un peu de pub là, parce que je trouve que tu écris vraiment bien et c'est un plaisir de te lire à chaque fois. Tu racontais dans la première, ça m'a beaucoup parlé parce que tu parlais de ce besoin que tu as ressenti de t'ancrer un peu plus et tu as posé assez récemment ton camp de base à Montpellier où tu es actuellement, là où tu as aussi ta famille et tes proches. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ce besoin d'ancrage? Oui, c'est vrai que j'ai donc lancé cette newsletter parce que comme je disais, j'adore écrire et je cherchais donc, un moyen de pouvoir, livrer un petit peu mon expérience de freelance nomade et voilà donc, je pense que ce format, me convient bien même si j'ai un petit peu du mal, à être, régulière donc, les newsletters se font un petit peu attendre, désolée. Donc ouais, mon besoin d'ancrage effectivement, je pense que encore une fois, c'est peut-être parce que je vieillis, hein, j'ai quand même 36 ans. Et avant, j'avais vraiment la bougeotte, j'avais tout le temps envie d'ailleurs. À peine arrivée dans une destination, je me projetais quand même déjà sur, la prochaine que j'allais faire, dans quelques mois. Là, depuis, quelque temps, ouais, je ressens plus ce besoin, ouais, cette envie de me poser quelque part, d'avoir un camp de base. Je dis camp de base parce que j'ai toujours la bougeotte tout de même. Je me vois pas, ne plus bouger du tout. Donc avoir un point d'attache, un petit camp de base, donc là, c'est Montpellier effectivement puisque j'ai mes proches et ma famille, mais rayonner à partir de là, plusieurs mois dans l'année, à droite à gauche quoi. C'est un petit peu, mon envie du moment. Et est-ce que ce camp de base il est temporaire? Est-ce que tu c'est ce que tu prévois pour la suite? Tu veux repartir voyager? Tu veux trouver un lieu de vie plus définitif? Très, très bonne question. Tu sais, dans ma tête, en ce moment, ça tourne pas mal justement par rapport à ça, donc j'aurais un peu du mal à y répondre. Là, pour être honnête, je vais rester sur Montpellier, un petit moment, au moins jusqu'au début 2026, c'est sûr. Et ce dont j'ai envie en ce moment. J'ai acheté, une tente de toit, donc là, je rayonne un petit peu, dans les environs. J'ai prévu d'aller, vadrouiller un petit peu en France, en Europe, cet été. Et donc de revenir à chaque fois dans mon camp de base à Montpellier. Donc c'est un petit peu le projet pour les prochains mois. Après, la porte reste ouverte à d'autres, opportunités et peut-être à d'autres voyages. Je ne sais pas encore, ouais, à voir. Trop intéressant et en plus, tu as mentionné, que tu avais un conjoint, donc tu es pas forcément toute seule, j'imagine, dans toutes ces décisions-là. Quand tu étais partie à l'origine, tu es partie en solo, il me semble et au cours de ton nomadisme, comment ça s'est passé? Tu as été, beaucoup en solo, parfois à 2, ça alternait? Comment c'est organisé? Ouais, donc c'est exactement ça. Lorsque je suis partie, donc en Australie en 2014 pour la première fois, j'étais solo. Lors de ma deuxième année en Australie, j'ai rencontré donc mon conjoint qui, est vénézuélien. Du coup, on s'est, rencontrés là-bas et depuis on se suit. Mais comme tu le dis, c'est vrai que moi je suis freelance, mais pas lui. Donc forcément, il y a quand même cette petite contrainte aussi sur nos déplacements. Ça dépend toujours aussi un petit peu, bah, de lui, ses opportunités, ce qu'il va pouvoir faire. C'est notamment la raison pour laquelle je te disais, on reste sur Montpellier au moins jusque le début d'année 2026. C'est par rapport justement, à ses projets professionnels à lui. C'est plus facile, c'est sûr, quand on est un couple de freelance que quand une seule des personnes, est freelance dans le couple. C'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Et avec le recul de toutes ces années, parce que ça fait quand même vraiment vraiment longtemps, tu as une perspective qui est assez intéressante. Et quel a été le regard de ton entourage, donc famille, amis, proches, peut-être clients aussi sur ton modèle? Est-ce que ça a évolué avec le temps? Alors, je pense que j'ai eu de la chance parce que mes parents sont des gros voyageurs. Comme je te disais, on a été, donc mon père a été muté quand j'étais toute petite, à l'île de la Réunion. On a vécu, des années là-bas et ils ont la bougeotte vraiment, c'est des grands voyageurs. Ils prennent leur petit backpack, ils partent vadrouiller à droite à gauche. Donc je pense qu'ils ont été assez ouverts sur l'idée que je voyage pas mal, que je bouge souvent. Même, de ma reconversion dans le tourisme, ça leur a bien plu, je pense. Après, bon, bah, il y a toujours quand même, cette petite pression sociale, on va dire, de il faut avoir un job fixe, enfin, une certaine sécurité, financière, peut-être se poser, avoir des enfants, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je l'ai pas trop, trop quand même ressenti de la part de mes parents. Ils ont quand même été, assez ouverts, à ce mode de vie qui devient de plus en plus, quand même, fréquent. Enfin, je trouve que maintenant ça se développe de plus en plus le freelancing, la vie nomade, alors que c'est vrai que peut-être avant c'était un petit peu plus perçu, comme quelque chose de fou.
Mais alors, c'est marrant ce que tu dis parce que j'allais justement parler de la pression sociale et alors autant le fait de se stabiliser, d'avoir un appart, d'avoir des enfants, bon ça, je pense que c'est indiscutable qu'on a vraiment encore beaucoup cette pression. Ouais. Mais par contre, ça m'étonne plus sur ce que tu dis d'avoir un job fixe parce que toi maintenant tu as une activité depuis, 2018 donc ton activité est stable, tu en vis bien et tu ressens quand même encore ça? Plus à l'heure actuelle, puisque j'ai fait mes preuves, OK, je pense. Je pense qu'au fil du temps, ça a pu rassurer justement mes proches de dire: «Ah bah, elle peut effectivement en vivre en fait» et elle en vit donc tout va bien. Mais c'est vrai que sur les premières années, surtout, bah, au début où tu tâtonnes un peu à trouver tes clients quand même, le tout début du freelancing, c'est quand même un petit peu compliqué quand tu as pas encore, des revenus vraiment, réguliers, fixes, voilà. Donc je pense que là, oui, il y avait un petit peu plus cette pression, un petit peu plus cette peur en fait, tu vois? De est-ce que, elle va vraiment réussir à faire carrière là-dedans. Maintenant, comme tu dis, j'ai du recul, plusieurs années, d'expérience derrière moi, ce qui fait que ça a rassuré, mon entourage à ce niveau-là, ouais. trop cool et justement avec ce recul, ce mode de vie, qu'est-ce qui t'a apporté? Alors ce mode de vie, qu'est-ce qu'il m'a apporté? C'est une belle question ça. Bah, je pense qu'il a tout simplement forgé la personne que je suis maintenant, en fait, ça m'a apporté plus d'ouverture d'esprit, je pense, tu vois? Surtout, bah, d'avoir vraiment des expériences longues, sur différentes destinations. Ça te montre, d'autres façons de vivre, me montrer aussi qu'une autre, voie était possible, pas forcément celle que tout le monde, te dicte, tu vois? Non, non, après, le bac, il faut continuer ses études ou en tout cas, il faut trouver un travail, puis avoir sa maison, se marier, avoir des enfants, avoir un CDI, voilà, que non, c'est possible en fait de sortir un petit peu de ce moule et qu'il y a aucun souci, là-dedans, tu vois? Je pense que c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, je me voyais avoir ce mode de vie, classique en fait, CDI, voilà, enfin, celui qu'on imagine un petit peu tous et bah, ces voyages, cette expérience de freelance, m'a montré que non, c'était possible de vivre autrement, tout simplement. Trop chouette et est-ce que, tu aurais un conseil à donner ou allez, peut-être des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait être nomade mais qui a pas franchi le cap? Des conseils à donner. Alors moi, un conseil à donner, ça serait d'essayer, si possible, d'expérimenter déjà, sur une petite période, la vie nomade, si c'est possible en tout cas. Parce que je pense qu'il faut vraiment quand même, voir si c'est un rythme qui nous convient. Je sais que moi, toutes mes copines, n'aimeraient pas travailler seules, par exemple, tu vois? Ou être toute seule derrière un ordinateur toute la journée. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose quand même de particulier. On en a une image par les réseaux sociaux, des fois un petit peu peut-être embellie, ah oui, c'est super, on va travailler, les pieds dans le sable, devant, une plage magnifique. Mais la réalité n'est pas toujours, celle-ci et il y a quand même, des contraintes, il y a quand même aussi, voilà, des fois, de l'insécurité un petit peu, selon les missions qu'on a. Enfin, ça reste quand même justement, le freelancing quelque chose d'un petit peu, instable dans le sens où tu dépends vraiment de tes missions. Donc je pense qu'il faut avoir en tête tout ça et que d'expérimenter, si c'est possible, sur une petite période, bah, la vie nomade, la vie de freelance, c'est, quelque chose, de chouette à faire. Je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup, que beaucoup d'invités, du podcast donnent comme conseil. Ouais. Et d'ailleurs, moi j'ai commencé comme ça aussi et je ne peux que le recommander. Est-ce que sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui, alors, que ce soit sur le nomadisme, sur le freelancing, sur, la question de l'ancrage aussi qui moi m'intéresse particulièrement en ce moment. Est-ce que tu as des ressources, livres, newsletters, podcasts, ou autres à recommander? Alors moi, je suis pas mal effectivement de nomades sur les réseaux sociaux, tu vois? J'aime bien, qui est-ce que je pourrais te citer? Bah, je sais pas si tu connais, le couple, Jeanne et Ludo de Nomad Pass? Alors eux, j'aimais beaucoup, beaucoup ce qu'ils proposaient. Il y a toujours leur compte Instagram qui est actif et ils ont pas mal de vidéos YouTube sur, la vie de freelance nomade qui sont super intéressantes, je trouve et qui peuvent te montrer justement un peu aussi ce côté, réalité, du freelancing. Le Nomade Pass, c'est drôle que tu en parles parce que moi, quand je me suis intéressée au mode de vie nomade, ça fait partie des 2 ou 3 podcasts et chaînes YouTube et tout ça que j'ai suivis. C'était génial, ça m'a donné envie de tester ce qui est mais c'était que des couples. Dans toutes les ressources que j'avais trouvées, il y avait beaucoup de couples et c'est pour ça que j'ai décidé que mon podcast, il serait vraiment orienté, nomadisme en solo, qui veut pas dire qu'on n'est pas en couple, mais en tout cas qu'on a la possibilité de voyager seul pour montrer qu'en fait, on n'a pas besoin d'être 2 pour que ce mode de vie puisse fonctionner. Ouais.
Et donc c'est ça, le fait de me dire: «Ah, il y a plein de ressources», mais en fait, il y a cet aspect-là qui me manque, qui a construit la ligne éditoriale, donc c'est marrant que tu en parles. Complètement, d'où, ton podcast, j'avoue, une très, très bonne idée. Après oui, en termes, tout à l'heure je te parlais de groupe, tu sais, justement aussi de communauté un peu. Ah oui, tout à fait. Mais sur Facebook et sur Instagram, tu peux retrouver aussi, le compte de Digital Nomad Outdoors. Pour le coup, bah, c'est justement un petit peu plus axé sur les voyageuses solo, les filles surtout. Donc ça peut être assez top aussi, tu as envie de faire partie d'une petite communauté, de poser des questions, de voir un petit peu comment ça se passe. C'est très, très chouette comme plateforme, comme groupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur Instagram, il y a Ta Pote Freelance aussi que je suis, qui pour le coup donne pas mal de conseils qui sont chouettes. Et en podcast, c'est plus axé sur l'entrepreneuriat pour le coup, mais j'adore écouter, Pause Latte. Je sais pas si tu connais? Mais c'est vraiment entrepreneuriat plutôt, mais c'est très, très intéressant franchement, Jessica, celle qui fait le podcast, a une manière de parler des choses, de raconter les choses qui sont très chouettes et voilà. Elle revient d'ailleurs, d'un petit séjour là, à Bali où elle était, pendant quelque temps et elle a fait un petit épisode dessus, c'est sympa. Trop chouette. Bah, écoute, merci pour tous ces éléments, que j'ajouterai encore une fois. Peut-être, un mot de la fin, un seul mot, en un mot du coup, qu'est-ce que ton nomadisme représente pour toi? Liberté. Alors je pense que c'est très bateau, que beaucoup de gens utilisent ce mot peut-être, mais c'est sincèrement, ce que je pense parce que le gros plus pour être honnête, du freelancing, enfin la raison principale pour laquelle je suis freelance, c'est justement pour avoir, cette liberté, tu vois, dans mon agenda, dans mon planning, mais aussi, géographique quoi. De pouvoir bouger, comme tu le souhaites, c'est vraiment pour moi, l'avantage numéro un d'être freelance quoi. Donc ouais, je dirais liberté. Trop chouette. Est-ce que, il y a un mot que tu voudrais, ajouter avant, la fin de cet, épisode? Je voudrais te remercier pour cette invitation, cette petite discussion, c'était vraiment très chouette et c'est génial, je trouve de créer un podcast comme ça, comme tu disais justement, pour les voyageuses solo surtout. Moi, c'est une idée qui me trottait dans la tête aussi depuis longtemps parce que comme tu dis, je pense qu'il y a un vrai besoin à ce niveau-là et c'est cool. C'est cool que ça existe. Bah, écoute, trop bien. Si un jour tu crées ton podcast, que sincèrement j'espère parce qu'on a jamais assez de contenu chouette, sur cette thématique-là et ben, je le suivrai avec grand plaisir en tout cas. C'était vraiment hyper chouette de t'avoir aujourd'hui avec moi Alice. Ouais, Merci pour tout. ou Chloé. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, allez, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!